Cet épisode de French Boss est sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients. Bonjour à tous, c'est un moment un petit peu particulier parce que c'est vrai que depuis 3 ans qu'on reçoit des French Boss, des entrepreneurs français à l'étranger. Eh bien, premièrement, on n'en a pas eu beaucoup qui avaient créé leur entreprise au Portugal. Et deuxièmement, on n'en a pas eu beaucoup qui, après avoir créé leur entreprise au Portugal, ont créé une filiale en France. Et pourtant, Emma Vallard, je me tourne vers vous, c'est le cas, c'est votre cas, c'est ce que vous avez fait. Répondez-moi. Exactement. Bonjour. Merci de m'accueillir. En effet, moi, j'ai eu la chance de partir vivre à Lisbonne pendant 5 années. Et donc, c'est là qu'est née Maison Jeanne et où j'ai créé mon entreprise. Et ensuite, la vie nous a ramenés en France. Mais du coup, j'ai eu l'opportunité aussi de continuer à développer l'entreprise entre les deux pays, en fait, entre Lisbonne et Lille, où j'habite maintenant. Et en effet, maintenant, l'entreprise se développe avec un point d'attache français. Et c'est cette particularité qu'on va donc développer en votre compagnie pendant une demi-heure. On va commencer par parler précisément de Lisbonne, cette photo de Lisbonne derrière moi qui a accueilli donc la jeune entrepreneuse que vous étiez. Racontez-moi de quelle manière Lisbonne est d'une certaine manière intervenue dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que votre vie professionnelle doit à Lisbonne, Emma ? Alors, en effet, Lisbonne a été un tournant très, très fort dans ma vie professionnelle, puisqu'avant ça, j'avais été salariée de différentes PME et grands groupes français pendant une quinzaine d'années. Et l'arrivée à Lisbonne pour suivre mon mari qui avait une mission d'expatriation m'a demandé d'arrêter ces expériences en tant que salariée. Et c'est là que m'est revenue l'envie d'entreprendre qui me titillait depuis un petit moment. Et puis, avec tout ce que m'a offert Lisbonne, et a permis de créer en effet mon entreprise là-bas. Donc, je ne sais pas si j'aurais fait le pas sans quitter la France et le confort quand même d'être salarié et d'avoir un boulot que j'aimais beaucoup. Mais là, le fait de partir à l'étranger et de rebattre les cartes m'ont permis de démarrer. Et dans cette ville si inspirante et intéressante, ça a été aussi un accélérateur. Je reviens sur ce que vous venez de me dire. Vous avez toujours eu envie de devenir entrepreneuse. Vous aviez ça dans vos gènes toute petite, si je puis dire. Je sais pas, oui, j'étais très entourée d'entrepreneurs dans ma famille. Et puis après la vie, après des études à Lille, d'ailleurs, en école de commerce, m'avait amenée dans des entreprises plus ou moins de taille différente. Mais c'est vrai que le fait d'avoir ma propre entreprise et de mener un business qui avait du sens pour moi et qui était complètement aligné à mes valeurs, c'était quelque chose que j'avais toujours en tête. Et encore une fois, ça a été vraiment le moment opportun de le faire à Lisbonne, avec déjà une bonne expérience derrière moi qui m'a permis aussi de le faire, puisque je pense que je n'aurais pas fait la même chose plus jeune. Alors, on entend à longueur d'émission sur French Morning, à longueur de French Boss, on entend des gens nous expliquer que créer leur entreprise aux États-Unis était quelque chose de très facile, de créer leur entreprise en Asie était quelque chose de très facile, très rapide. Créer une entreprise au Portugal, pour nous, c'est tout nouveau. Racontez-moi, est-ce que ça a été difficile pour vous et comment le Portugal accueille-t-il les jeunes entrepreneurs qui viennent de l'étranger ? Alors oui, ça a été relativement facile pour la création en tant que telle de la structure, puisqu'il y a un organisme au Portugal qui propose cette création d'entreprise qui s'appelle Empresa na Hora, donc c'est entreprise en 1 heure ou dans l'heure. Donc en effet, une fois qu'on a recueilli la somme importante quand même de papiers et de démarches administratives nécessaires, il suffit plus que d'aller dans cette organisation et de créer son entreprise. Et on ressort avec les statuts créés en 1 heure de temps, en effet. Donc ça, c'est pour la petite anecdote assez simple. Après, l'administration portugaise comme française d'ailleurs, pour celle que je connais en tout cas, est relativement lourde et demande quand même pas mal de démarches. Mais ils sont quand même très à la pointe de l'ouverture sur les startups notamment. C'est quand même Lisbonne qui a accueilli le Web Summit pendant toute
ces dernières années également, et attire beaucoup de startups. Donc, j'ai été aussi accueillie et baignée dans un milieu d'entrepreneurs, ce qui facilite, c'est vrai, les démarches pour se lancer. Donc oui, le Portugal, alors moi c'était il y a déjà 4 ans que j'ai créé, les choses ont évolué depuis, mais est relativement simple d'accès pour créer son entreprise en tout cas. Alors, vous parliez, Emma, du Web Summit. J'ai lu quelque part, en parcourant un petit peu des notes qui vous concernaient, j'ai lu que vous étiez très impliqué dans la tech. Vous avez créé votre entreprise au Portugal. Ça vous vient d'où, cette passion de la tech? Premier volet de la question. Deuxième volet de la question, est-ce que la tech au Portugal est très différente de la tech telle qu'elle est partout ailleurs? Alors en fait, j'ai été impliquée dans la French Tech à Lisbonne qui se crée au moment où j'ai développé Maison Jeanne, et je trouvais que c'était intéressant pour moi de m'ouvrir justement à cet écosystème-là à Lisbonne en tout cas. En revanche, c'est vrai que nous, Maison Jeanne est avant tout une entreprise qui s'est créée en ligne, donc on s'est mis à faire justement du online de façon spontanée, puisque c'était une évidence pour moi de vendre en ligne. En revanche, je n'avais pas de background sur ce sujet-là avant dans mes expériences précédentes. Donc voilà, je dis on parce que j'ai été accompagnée aussi pas mal, appris sur le tas, et c'est vrai que le Web Summit a été l'occasion d'échanges et de rencontres, mais on va dire que pour moi, je ne suis pas dans une entreprise tech en tant que telle, sur en tout cas le produit, puisque nous, on fait des produits, des accessoires, des sacs de voyage fabriqués au Portugal, dans des ateliers à la main. C'est plutôt de la couture et de la création de maroquinerie et d'accessoires. Voilà. Alors Emma, dans la deuxième partie tout à l'heure, on va évidemment abondamment parler de Maison Jeanne, de ce que vous y faites, de la manière dont ça vit, le quotidien, de la manière dont ça vit financièrement, mais on va rester un petit peu sur cet aspect de l'entrepreneur, en l'occurrence l'entrepreneuse. Au Portugal, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait, ce sont des chiffres qui datent de fin 2019, il y a 45 000 Français au Portugal. Il y avait 45 000 Français, mais c'est un chiffre qui a tendance à monter. Alors, c'est vrai que c'est un pays qui attire de plus en plus de Français. Je crois que la proximité de notre cher pays y joue, et puis la qualité de vie. Bon, ça, vous imaginez qu'en effet, pour jouer au golf, c'est agréable, mais également pour y vivre, c'est ce qu'on y a découvert aussi. Moi, j'étais pas forcément hyper demandeuse de partir là-bas à la base quand on a décidé ça en famille. Mais en fait, on a rencontré et découvert là-bas, en effet, une façon de vivre qui est quand même très agréable, puisque c'est une capitale européenne, petite capitale, mais une capitale quand même où il se passe beaucoup de choses. Et c'est une vraie ville très active, très dynamique, et qui est au bord de l'eau, dans un pays qui est relativement petit et magnifique, donc qui permet de découvrir au niveau touristique énormément de choses, avec un climat qui est quand même très agréable. Les différentes photos que vous avez derrière vous le montrent. C'est vrai que le bleu et surtout la lumière à Lisbonne, même l'hiver, quand le soleil n'est pas forcément là, il y a toujours une très belle lumière. Et donc, je pense que pour ces raisons-là, et aussi pour des raisons financières, il y a en effet beaucoup d'avantages qui ont été proposés, alors d'abord aux retraités, puis aux entrepreneurs et différents secteurs d'activité, des avantages en fait pour venir au Portugal, pour les aider en fait à sortir de la crise économique aussi. Hein. Donc, je crois que ce pays, alors j'en ai pas fait beaucoup d'autres en termes, pour y travailler, mais en tout cas, il est très agréable à vivre et assez facile, puisqu'il y a une relation assez simple avec les Portugais qui sont très accueillants et qui aussi permettent cela. C'est marrant parce que de France, de partout dans le monde d'ailleurs, le Portugal, on a l'image des produits de la mer, on a l'image effectivement du tourisme au sens large. On n'a pas forcément cette image de pays résolument tourné vers l'avenir tel que vous êtes en train de nous le décrire, Emma. Ouais, c'est vrai qu'on l'a découvert également quand on est parti. On nous a plutôt dit, ah là là, vous allez dans un pays voilà, qui a un peu de retard, on va dire, par rapport à d'autres. J'ai pas dit ça, mais c'est vrai que
qu'on nous disait à l'époque, en tout cas, D'accord. quand nous y sommes partis. Et c'est vrai qu'on y a découvert, à bien des égards, notamment au niveau du système, par exemple, banquier, au niveau des banques, système bancaire, pardon, je cherche mes mots, plein de choses qui n'existaient pas encore en France et qui simplifiaient la vie du client, de l'utilisateur. Et en fait, je crois que c'est un pays qui est très ancré dans son héritage, dans ses racines, dans des choses qui restent encore, en effet, peut-être plus arriérées pour nous, vu de la France, mais à la fois beaucoup plus avancées sur d'autres systèmes de fonctionnement, et notamment au niveau de la tech. C'est aussi pour ça que le Web Summit était venu là. Et c'est vrai que c'est ça qui fait tout son charme. C'est un peu comme quand on visite Lisbonne. Il y a encore des quartiers très anciens qui restent vraiment dans leur jus et qui ont gardé toute leur âme. Et puis, d'autres quartiers beaucoup plus modernes. Et on retrouve cette ambivalence et cette dualité dans tous les secteurs économiques, en fait. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est un pays aussi, le Portugal, qui a été un des mauvais élèves de l'Europe pendant des années. Vous, c'est le moment où vous y étiez, où vous y créez votre entreprise. Comment vous ressentiez chez les Portugais le besoin de se battre contre cette évidence et le besoin d'essayer de remonter la pente d'une certaine manière? Alors, en fait, je l'ai vraiment vécu concrètement quand j'ai commencé à aller taper à la porte de petits ateliers ou d'usines pour développer mes collections. J'ai senti vraiment qu'ils avaient ce besoin déjà d'accueillir quelqu'un qui arrive sans entreprise encore créée, je ne parlais pas le portugais à l'époque, sans aucune garantie, j'étais pas un gros groupe derrière. Et en fait, ils ont vraiment été très, très accueillants, très à l'écoute et à la volonté de proposer leur savoir-faire qui est très fort en termes de maroquinerie, de textile, et de l'allier à ce style à la française qu'ils aiment beaucoup, parce qu'ils ont une grande histoire d'amour avec la France aussi. Et en fait, c'est vrai que ça a été cet accueil qui m'a particulièrement touchée et aidée à développer. Donc, je pense qu'ils étaient à la recherche de partenariats. Alors aujourd'hui, ils sont beaucoup plus inondés de demandes qu'il y a 4-5 ans, parce que beaucoup de marques ont fait le choix maintenant, récemment, d'aller fabriquer au Portugal. Mais à l'époque, ils étaient plutôt demandeurs et flattés qu'on vienne les chercher. Et c'est vrai que ça a été de belles rencontres entre les ateliers et nos créations. Et je pense que c'était le signe qu'ils avaient envie de se sortir de cette crise et d'avancer vers un développement et notamment d'exporter à l'international pour eux. C'était hyper important. Parce que leur marché est quand même tout petit. Donc, ils ne peuvent pas rester que sur leur marché. Donc, c'est vrai que le fait que d'autres pays s'intéressent à eux et surtout pour développer à l'international, ça, c'est quelque chose qui les intéressait beaucoup. Oui, et qui les flattait certainement d'une certaine mesure aussi. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez été bien aidé au moment de créer votre entreprise. Est-ce que vous évoquiez des Portugais ou est-ce que vous évoquiez un entourage français que vous aviez autour de vous au Portugal? Alors, j'ai vraiment eu la chance d'avoir les deux parce que j'ai créé vraiment toute seule. Voilà, c'est mieux. J'ai créé toute seule. Enfin, l'idée m'est venue, j'ai travaillé sur le projet, etc. Et puis après, assez vite. Alors, en effet, dans la communauté française, d'abord, j'ai rencontré des différentes personnes qui étaient comme moi un peu en situation de pause professionnelle du fait de cette expatriation et qui avaient des vraies compétences venues d'anciennes entreprises ou pays. Donc, ça a été hyper riche de rencontres et ça m'a aidé à développer, mais aussi des Portugaises, en l'occurrence, qui qui ont beaucoup aimé l'idée, le projet, toute la mission qu'il y avait derrière. On en reparlera, mais il y a toute une mission un petit peu sociale. On souhaite vraiment, en tant qu'entreprise à mission, aider les femmes malades de cancer. Donc, voilà, je ne sais pas, l'alchimie de plein de choses a fait que aussi des Portugaises ont rejoint le projet, bénévolement, bien sûr, parce que je n'avais pas les moyens de les rémunérer. Et en fait, par exemple, c'est une Portugaise qui m'a aidée à aller justement créer cette société à l'époque où je ne parlais pas portugais et qui m'a accompagnée dans les services administratifs pour faire la création. Donc voilà, petit coucou à Sophia si elle m'entend. Mais en tout cas, voilà, par exemple, ça a été cette rencontre-là et d'autres. Et on a eu une bonne alchimie franco-portugaise autour du projet, en l'occurrence. Alors, Emma, elle aime bien le Portugal, elle aime bien Lisbonne, elle aime bien les nouvelles technologies, la tech, et elle aime bien aussi, on va en reparler tout à l'heure quand on va parler du produit que fabrique et commercialise Maison Jeanne, mais elle aime bien aussi l'écologie. On va terminer la première partie de French Boss avec cette réponse-là, si vous voulez bien, Emma.
Tout à fait. Donc, en fait, c'est vrai que quand j'ai créé la marque, un de mes besoins les plus importants par rapport aux habitudes de consommation qui étaient les miens, c'était de garantir des produits qui n'étaient pas néfastes pour la planète et pour la personne qui allait les utiliser et pour les personnes qui allaient les fabriquer. J'ai avant travaillé dans des entreprises qui fabriquaient en Chine, par exemple, et il y a des très bonnes filières de fabrication en Chine aussi. Mais j'avais besoin déjà de fabriquer en local tout près de chez moi, de maîtriser complètement la chaîne de production et le choix des matières premières et surtout de garantir aucun effet néfaste pour la santé, puisque j'étais malheureusement concernée par des soucis de santé aussi. Et en fait, utiliser des produits, respirer des produits ou se mettre sur la peau des produits dont les colorants sont toxiques, dont des gaz ont été transférés pendant le transport et qui reviennent après en perturbateurs endocriniens. Pour moi, tout ça, c'était absolument impossible de proposer ce genre de produit. Donc, ça a été vraiment mon moteur de proposer cette fameuse valise clé en main intelligente, mais la plus green possible, ou en tout cas la plus saine pour l'homme et son environnement. Voilà, vous nous avez fourni la transition pour la P2 de French Boss, parce qu'on va faire une petite pause, juste le temps de donner un petit coup de projecteur sur notre société partenaire, la société Tister, que nous découvrons semaine après semaine, et ceci au moyen d'entretien avec quelques-uns des principaux dirigeants de cette société. Voici un nouvel extrait de cette discussion, et puis on se retrouve juste après, Marc. Okay. Merci. Alors, il y a une question, moi, que je me pose aujourd'hui. Que peut-on faire pour vous, nous? Quand je dis nous, c'est la communauté d'expats de French Morning. Eh bien, bonjour à tous déjà. Oui, aujourd'hui, en fait, nous sommes leaders sur le marché de la vidéo consommateur parce que notre solution et notre technologie sont assez uniques, en fin de compte. Mais aujourd'hui, on est complètement inconnu sur le marché nord-américain parce qu'on a d'abord consolidé notre position de leader en France. Là, on cherche vraiment à rencontrer des marques et des distributeurs aux États-Unis pour leur montrer comment ils pourront bénéficier des vidéos de leur communauté. Donc vraiment, ce que vous pouvez faire pour nous, c'est parler de Tister, tout simplement. Et n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn, me mettre en contact avec des personnes que vous pourriez connaître dans le marketing, dans la communication, dans le digital et qui seraient intéressées par ce type de solution. Pour une mise en relation avec notre équipe sur place, puisqu'on a des locaux désormais à Boston. Et donc, on a une équipe nord-américaine qui s'installe. Il ne reste plus qu'à nous faire connaître sur le marché. Bien entendu, bien compris, bien retenu. On va évidemment continuer de parler de Tister. Merci Christophe. Merci à vous. Retour à Lisbonne, en l'occurrence à Lille, parce qu'il se trouve que le jour où nous enregistrons cette émission, Emma n'est pas au Portugal, mais elle est en France, on va dire. Maison Jeanne. Maison Jeanne naît en 2015. Maison Jeanne, si j'ai bien compris, c'est pour ceux qui voyagent et qui ne savent pas quoi mettre et comment faire leur valise. Est-ce que c'était ça l'idée de départ et comment une idée comme celle-là peut-elle naître dans la tête d'une jeune femme? Alors oui, c'était en quelque sorte bien résumé. Maison Jeanne, c'était mon besoin, moi qui voyageais énormément dans mes anciens boulots et dans ma vie personnelle également d'ailleurs, c'était d'avoir une valise clé en main parfaite avec les essentiels d'un dressing pour 48 heures pour partir en déplacement professionnel et aussi bien sortir le soir ou avoir un petit moment de sport. Donc c'était surtout suite à beaucoup de déplacements où j'avais toujours oublié quelque chose dans ma valise. Je me suis dit, si j'avais vraiment une valise bien faite, bien pensée, avec des produits de qualité qui durent et qui ne polluent pas, en effet, la planète, j'aurais tout le temps cette valise près de moi. Et comme ça, quand un client, ça m'est arrivé pas mal de fois, où mon entreprise me demandait de partir au pied levé du jour au lendemain pour quelques jours en Europe ou en Asie, j'avais tous les essentiels. Donc, c'est un peu venu de ça. Et en fait, au fil de mes voyages, je glanais souvent des petites marques de créateurs plus écologiques, justement, que je ne retrouvais pas en France à l'époque. Et j'avais besoin d'avoir tout
au même endroit, que ce soit le contenu de la valise que son contenant. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Maison Jeanne, donc autour de cette idée des essentiels de la valise. Et au départ, il y avait en effet du prêt-à-porter avec un petit dressing très court d'une dizaine de pièces et des trousses, des organisateurs de valises, des sacs pour avoir toute la valise Maison Jeanne prête à partir. Voilà, on a vu quelques images pendant que vous nous racontiez ça, on a vu quelques images de ce qui composait la valise de Maison Jeanne. Mais alors, je vous écoute, Emma. En fait, c'est vraiment une intuition qui vous a amené, à créer votre entreprise, dans la mesure où il n'y avait pas d'études de marché, et vous ne saviez pas du tout s'il y avait un véritable besoin, une véritable demande. C'est vraiment l'intuition, et je ferais presque l'intuition féminine. Ça vient surtout, oui, de ma propre expérience. Et puis après, suite à cette première intuition, j'ai quand même validé un peu le marché avec un questionnaire étude de marché qu'on a pu faire en ligne auprès d'une base de données que nous avions pour savoir justement, j'avais tellement d'idées en tête, ça se bousculait pour vraiment prioriser et savoir par quoi commencer. C'est là qu'on a lancé une petite étude de marché pour savoir qu'est-ce que la femme entre 30 et 40 ans, emporte ou a besoin comme essentiel dans sa valise. Et là, avec les retours à ce questionnaire, on a pu choisir un ordre de priorité des produits à lancer. Mais sinon, en effet, c'était plus un besoin et aussi une envie d'allier mes anciennes expériences professionnelles à ce savoir-faire portugais, puisque je savais qu'ils faisaient des très beaux produits en prêt-à-porter et en accessoires. Et donc, le mix de ce besoin de valise prête à partir et de cette connaissance du terrain m'a fait aller vers cette offre de produits. Quel souvenir vous gardez des phases de lancement, des jours véritablement de lancement de votre première entreprise, en l'occurrence Maison Jeanne, celle que vous animez toujours aujourd'hui? Quel souvenir vous en gardez, Emma? Alors, il y a eu quelques étapes vraiment clés. Une des premières assez marquantes, c'est qu'en effet, j'avais donc écrit tout le business plan pendant 1 mois, 2 mois, à vraiment aller rechercher un maximum d'informations sur le marché, les concurrents, ce que je pouvais faire au Portugal ou ne pas faire, comment j'allais financer le tout, etc. Et à un moment, il faut y aller, il faut se lancer, parce que c'est bien de faire des belles présentations, mais après, il faut passer à l'action. Et ne parlons pas du tout très bien portugais encore à l'époque. J'avais mis des petits drapeaux à l'ancienne sur une carte du Portugal pour repérer les lieux où pouvaient être les ateliers. Et à un moment donné, j'arrivais pas à concrétiser des rendez-vous au téléphone, comme j'avais pas encore de produits, j'avais pas encore de nom d'entreprise. La marque n'existait pas. Donc, je me suis dit, je me souviens très bien, un dimanche soir, bon allez, demain matin, je prends ma voiture, je vais dans le nord du Portugal, je vais frapper à la porte des ateliers que j'ai repérés ou que j'avais rencontrés sur des salons et j'y vais. Et c'est là où vraiment ce premier voyage de quelques jours dans le nord du Portugal m'a permis de me confronter à la réalité, parce que là encore, entre les idées que j'avais et puis la réalité de la production derrière, ça a été tout un cheminement. Et c'est là que j'ai rencontré certains ateliers qui ont accepté de me faire confiance et de lancer nos premières productions. Ça a été une étape clé. Est-ce que ça a été ça le plus dur, d'amener les gens à vous faire confiance en matière de fabrication, ou est-ce que de convaincre des gens de vous aider financièrement à lancer votre entreprise? Alors, les deux, mais c'est vrai que cette première étape d'avoir des ateliers qui acceptent de fabriquer vos produits, alors que vous n'avez pas de compte en banque, pas de nom, pas d'entreprise encore officielle, puisqu'à l'époque, je n'avais pas créé. C'est la petite Française qui arrive sans vraiment parler portugais, sans expérience dans le domaine. Enfin, c'était quand même un petit peu osé, on va dire. Et en tout cas, ça a pris, on va dire, quelques mois avant de concrétiser ces accords et ensuite une bonne année avant de lancer vraiment la production en tant que telle des produits. Et puis après, en effet, la phase de financement, au début, on a complètement autofinancé les premières collections. Et puis après, on a ouvert un petit peu le capital à un premier cercle de personnes qui ont aimé le projet, qui ont eu envie de nous soutenir et qui ont envie d'accompagner la croissance et là, d'investir en tant qu'associé dans l'entreprise. Alors, on va revivre un petit peu par les chiffres, si vous le voulez bien, Emma, la croissance et la vie de Maison Jeanne, donc depuis 6 ans qu'elle existe maintenant. Vous avez donc accueilli de nouveaux actionnaires. Aujourd'hui, le capital de Maison Jeanne, comment se répartit-il? Et après, on parlera des résultats financiers, si je puis dire.
D'accord. Alors le capital aujourd'hui, donc je suis associée avec Sandra, qui est une amie que j'ai rencontrée à Lisbonne, une Vous la Française. saluez pour moi. Hein. Vous la Voilà, saluez pour moi. qui va nous écouter incessamment sous peu, qui elle est à Lisbonne actuellement. Elle vit à Lisbonne et on se voit une fois par mois à peu près quand soit moi j'y vais, soit elle vient en France. Donc Sandra a rejoint l'aventure au bout d'1 an à peu près pour m'aider à la base, vraiment juste pour me donner un coup de main parce qu'elle voyait que toute seule face à tout ça, c'était compliqué. Et voilà, les choses se sont très bien passées entre nous. D'autres personnes sont rentrées dans l'aventure, sorties. Mais elle a été ma plus fidèle supportrice. Et en fait, c'est surtout un moment clé, c'est quand j'ai dû rentrer en France. Et là, ce n'était pas forcément prévu à ce moment-là. Elle a vraiment décidé de continuer l'aventure avec moi. Et du coup, on a décidé de s'associer à ce moment-là. Donc, Sandra est aujourd'hui dans le capital la deuxième associée majoritaire. Et ensuite, on a fait un premier tour de table il y a 1 année et demie à peu près, plutôt en mode Friends and Family pour aller chercher des investisseurs qui étaient de confiance et qui nous laisseraient manager le projet comme on l'entendait. Et du coup, aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes qui sont minoritaires dans l'actionnariat, mais qui nous soutiennent moralement, ce qui est déjà beaucoup, et qui nous apportent aussi toute leur expérience et leur expertise dans leurs nombreux domaines d'activité, soit d'entrepreneurs d'ailleurs, soit de salariés d'entreprises dans des secteurs très différents, mais qui sont du coup un très bon soutien pour toutes les deux qui sommes aux manettes. Alors Emma, vous savez ce qu'il y a dans les valises des femmes et moi j'aimerais savoir ce qu'il y a dans les caisses de Maison Jeanne. Quelques chiffres pour qu'on se rende compte véritablement de ce que c'est, de ce que ça représente. Donc, alors aujourd'hui, Maison Jeanne, c'est encore une entreprise. Vous parlez de 2015, mais 2015, c'était les premiers lancements, on va dire, projets. Le site est vraiment né seulement en 2017. Et donc, ça fait réellement 3-4 ans qu'on est en activité. Donc, aujourd'hui, on a doublé le chiffre d'affaires, par exemple, depuis 1 an. Et on espère faire un chiffre d'affaires entre 100 et 150 000 euros cette année. Donc, ça reste… voilà, on n'est que 2 personnes à gérer le projet. Donc, voilà pour ce qui est du chiffre d'affaires. On aimerait vraiment se développer de plus en plus. Mon retour en France a été quand même assez positif de ce côté-là pour faire un peu plus rayonner la marque et en tout cas la distribuer via justement des concept stores ou des partenaires, puisqu'on gérait avant ça que de la vente directe sur Internet ou en pop-up store, en vente privée. Donc là, c'est le début de ce développement qui a été initié il y a à peu près 1 an et on espère continuer à doubler le chiffre d'affaires chaque année si on y arrive pendant les prochaines années. Et à terme, embaucher quelques personnes. On n'a pas l'ambition de créer une entreprise multinationale par rapport à nos parcours de vie, des petits soucis de santé et puis des enfants aussi dans nos vies. Enfin voilà, on essaye de combiner être entrepreneur, ce qui nous prend déjà 95% de notre temps. Et puis voilà, la vie qui continue, à travailler dans des pays différents. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de se développer, mais de façon mesurée, pas à pas. On a le Covid qui nous a beaucoup chamboulé l'année dernière, mais grâce à notre site internet et à la qualité des partenariats qu'on avait pu déjà établir, on a fait une bonne année malgré tout en 2020. Donc, on a déjà passé cette première grosse crise. Et puis là, pas à pas, on est en train de bien développer, d'élargir nos gammes de produits, d'essayer d'élargir nos nombres de distributeurs également. Et surtout, là où on met aussi le plus de curseurs, et là, petit coucou à Hélène qui a rejoint aussi l'entreprise depuis peu, à Lisbonne. Je ne sais pas pourquoi les gens sont plus motivés pour venir nous rejoindre à Lisbonne qu'à Lille. Bon. C'est étonnant. Voilà, donc Hélène est en web marketing avec nous pour booster le site internet et nous aider à développer aussi la partie digitale en parallèle. Donc, voilà. Alors, vous me parlez de croissance par de nouvelles implantations commerciales, mais vous me parlez de croissance aussi par la création de nouveaux produits. Mais la valise des femmes, elle est pas extensible. On ne peut pas y rajouter des choses nouvelles tout le temps. Et si c'est là où vous vous trompez. Non, l'idée, c'est d'être le mieux organisé possible et avec par exemple, nos organisateurs de valises qui permettent de
de rouler et de plier et d'optimiser l'espace que vous avez dans une petite valise cabine, on peut en mettre toujours un peu plus. Et nous, les femmes, on aime bien avoir une paire de chaussures en plus, un sac en plus, au cas où on ne sait pas, etc. Et donc, c'est vrai qu'on développe tout en essentialisant. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire, mais on a vraiment arrêté le prêt-à-porter qu'on avait lancé les toutes premières années de la création de l'entreprise. Le prêt-à-porter impliquant des tailles, un nombre de références beaucoup plus important. Donc là, on s'est vraiment concentré sur les accessoires, ce qui marche très, très bien. Et en général, quand on lance un nouveau produit, on arrête aussi un autre en même temps. Donc, on n'explose pas sur le nombre de produits. Le but est toujours d'avoir uniquement des petites séries, des collections capsules qui tournent avec le temps, avec les saisons et avec les tendances, et de proposer un produit. Et puis, peut-être que dans 6 mois, il n'existera plus au profit d'un autre. C'est quoi le moteur de Emma Wallart? C'est de gagner de l'argent ou c'est de se faire plaisir dans son boulot ou c'est tout bêtement de rencontrer des femmes qui lui disent grâce à toi, j'ai pu faire ma valise bien maintenant? C'est quoi le moteur? La consécration intellectuelle, elle viendrait d'où pour Emma? Alors, il y a plusieurs moteurs, mais c'est vrai que si j'aimerais bien quand même un jour, c'est pas encore le cas, mais gagner de l'argent avec Maison Jeanne, ce n'est pas un hobby, c'est vrai. C'est pas mal. C'est vraiment un business. On y met beaucoup de nous-mêmes, on y met beaucoup d'argent, voilà. Donc non, le but, j'avais avant des métiers et des niveaux de rémunération assez intéressants. Donc j'ai envie de continuer à pouvoir faire fructifier cette entreprise, tout en n'oubliant pas en effet de prendre du plaisir, de pas tout sacrifier non plus pour l'entreprise que j'ai pu faire pendant mes 10 premières années peut-être de travail. Donc c'est un petit peu un mix des deux. Et puis surtout, quand on gagne de l'argent, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est qu'on le met au service de personnes qui en ont besoin. Donc ça, c'est notre côté solidaire avec notamment la Ligue contre le cancer, puisque chaque produit vendu sur le site internet ou via nos distributeurs génère un cadeau pour une femme en traitement du cancer. Et en fait, ça, c'est en fait se dire que oui, on fait un business bien sûr pour gagner quand même un peu d'argent parce que on en a besoin pour vivre, mais aussi pour se rendre utile dans la société d'aujourd'hui et laisser quelque chose d'important qui a pu aider les gens à traverser une période difficile, par exemple. Donc ça, c'est vraiment les deux moteurs importants pour nous. Se rendre utile, c'est ce qu'on retiendra des derniers mots de Emma Wallart, la femme qui nous a appris qu'il existait des organisateurs de valises. Emma Wallart, la seule femme qui sait exactement ce qu'il y a dans les valises des femmes. Merci d'avoir été avec nous, Emma, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. On vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Merci de votre accueil. Au revoir. Au revoir. Cet épisode de French Boss a été sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéo consommateur qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients.